Bienvenue à Détective éternel. Ce soir, nous entrons dans le monde passionnant de Miss Marple dans l'héritage de la miniature en verre. Un héritage brisé, un indice caché dans du verre et un secret qui pourrait tout changer. Quel détective admirez-vous le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, allumez une bougie, installez-vous confortablement et laissez le mystère commencer. Le soleil de juin s'attardait sur St. Mary Mead, illuminant les rosiers d'une douce lueur et incitant même les villageois les plus réticents à quitter leur salon pour profiter de l'air du jardin. Sur la pelouse du presbytère, sous un dais de guirlandes flottant au vent, les dames du club de jardinage de St. Mary Mead avaient disposé des tables garnies de gâteaux éponges, de catalogues de semences et de ce genre de bavardage sincère qui prenait des allures de compétition au village. Madame Bantry, toujours désireuse de présider les festivités comme si elle était la reine en personne, a déclaré que c'était la meilleure participation depuis des années. Nous n'avons jamais eu autant de participation au concours de roses, a-t-elle déclaré en s'essuyant le front avec un mouchoir en dentelle. Et j'ose dire que c'est grâce à la jeune Madame Denolme. Elle a stimulé tout le monde avec ses serres et ses idées novatrices. La jeune Madame Denolme Alice, de son prénom chrétien, était un atout remarquable pour la vie du village. À peine trentenaire, son teint pâle, teint à la fois fragile et mystérieux, était apparu à St. Mary Mead un an seulement auparavant, récemment mariée à M. James Denolme, le notaire. Certains la trouvaient bien trop raffinée pour un village de campagne, avec ses robes parisiennes et son habitude de baisser la voix dès que la conversation abordait un sujet vraiment personnel. D'autres murmuraient, mais jamais à portée de voix, qu'elle détenait des secrets de sa vie d'avant le mariage. C'est par cet après-midi radieux, alors que Miss Marple était assise à l'ombre d'un marronnier, avec sa broderie, que les premières notes d'inquiétude commencèrent à résonner. Elle observa Madame Denolme disposer sur la table du jury une curieuse exposition, non seulement de roses, mais aussi d'une petite vitrine contenant une figurine miniature délicatement sculptée, presque lumineuse, pas plus haute qu'un doigt, et façonnée avec tant de détails que son minuscule visage semblait presque vivant. « Oh, comme c'est charmant !» s'exclama Dolly Bantry en se penchant. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» « Un souvenir, » répondit doucement Madame Denolme d'un ton évasif. « Un héritage familial, pourrait-on dire. J'ai pensé que cela ajouterait une touche d'ambiance. » Le mot persista étrangement, et Miss Marple, qui ne laissait jamais passer inaperçue une seule nuance d'expression humaine, remarqua comment la main d'Alice tremblait très légèrement, tandis qu'elle fermait le couvercle de verre sur la silhouette. Plus tard, après avoir dégusté les gâteaux et admiré les roses, le docteur Haydock, médecin du village, se laissa convaincre de remettre les prix. Des rires et de légères plaintes emplirent l'air tandis qu'il tendait à Madame Price Ridley un nouveau ruban pour ses rosiers grimpants. Mais au moment d'exposer l'étrange contribution de Madame Denolme, un silence s'abattit sur l'assemblée. La miniature brillait sous la vitre, captant la lumière d'une manière presque étrange. « C'est exquis, » murmura le docteur en se penchant, « mais ce n'est sûrement pas destiné à un concours de club de jardinage. » Avant que Madame Denolme puisse répondre, une voix retentit au fond de la foule, aiguë, moqueuse et visiblement importune. Exquise, certes, mais dangereuse aussi, si l'on connaît son histoire. Les villageois se retournèrent d'un même mouvement. C'était Horace Coles, un cousin de la femme du vicaire, connu pour sa langue bien pendue et son penchant pour le gin à des heures inopportunes. Il s'avança en titubant, pointant d'un doigt tremblant la miniature en verre. « Mieux vaut garder un tel objet sous clé, Madame Denolme. Nous savons tous ce qui arrive à ceux qui s'en emparent. » Un rire gêné parcourt l'assemblée. Le vicaire toussa, désireux d'apaiser la perturbation, mais le regard de Miss Marple s'attarda sur le visage rouge d'Horace Coles. Ses paroles ivres étaient maladroites, certes, mais souvent, dans ces moments-là, la vérité se glissait sous le couvert de la folie. En une demi-heure, la figurine avait disparu. On a d'abord pensé que Madame Denolme l'avait rangée elle-même, mais, pressée de la quitter, elle a admis, pâle et hésitante, l'avoir laissée sous la cloche de verre de la table. Les chaises ont été déplacées, les nappes secouées, et les dames ont cherché dans leur réticule, mais la figurine avait disparu. « Cet horrible homme a joué un mauvais tour, » insista Madame Price Ridley. « Croyez-moi, il l'a volée quand personne ne regardait. » Horace Coles, cependant, s'était déjà affalé sur une chaise d'angle, inconscient du vacarme, ronflant doucement avec un verre à moitié vide à la main. Le village bourdonnait de rumeurs avant même le coucher du soleil. Madame Bantry confia à la femme du boucher avoir entendu dire que la miniature avait appartenu à une famille noble française et qu'elle était porteuse d'une malédiction.
La femme du pasteur affirma qu'Alice Denholm l'avait apportée sous de faux prétextes, espérant éblouir le village avec des bibelots étrangers. Madame Price Ridley alla jusqu'à suggérer que toute cette histoire avait été mise en scène pour attirer l'attention. Miss Marple, cependant, était assise tranquillement dans son salon ce soir-là, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, tandis que son esprit vagabondait. Elle avait remarqué la réticence de Madame Denholm à parler de la miniature, la remarque étrangement acerbe d'Horace Coles et la façon dont certains villageois s'attardèrent avec convoitise sur le verre étincelant. Elle savait pertinemment que les objets de beauté étaient rarement volés pour leur seule valeur. Le plus souvent, ils étaient porteurs d'histoires de fierté, de trahison, de ressentiment ou de peur. Ce que Miss Marple ignorait encore, bien qu'elle le soupçonnait, c'est que la disparition de la miniature en verre n'était qu'un début. La semaine suivante, un événement bien plus sombre allait frapper le village et les rumeurs de malédiction allaient faire place à l'indéniable meurtre. Le lendemain matin, la disparition de la miniature en verre était devenue le sujet principal de la conversation de Sainte-Marie-Mead. L'incident, que l'on aurait pu prendre pour un bibelot égaré dans n'importe quelle grande ville, devint, dans les ruelles étroites et les haies du village, un mystère d'une importance capitale. Au petit déjeuner de Madame Price Ridley, l'affaire fut déclarée avec délectation, entre toast et confiture. « C'est carrément scandaleux, dit-elle à sa femme de chambre, qui, bien sûr, répéta chaque mot plus tard chez l'épicier. Une femme du milieu de Madame Denholm, exhibant devant nous d'étranges reliques françaises et s'attendant à de la compassion lorsqu'elles disparaîtront? Je ne suis pas surprise, pas du tout. » Pendant ce temps, Dolly Bantry transmettait l'histoire avec une urgence théâtrale d'une porte à l'autre, racontant l'ivresse d'Horace Coles avec une telle intensité qu'il aurait bientôt prédit la mort du village si la miniature restait. La vérité selon laquelle il n'avait formulé qu'un vague avertissement fut vite occultée par la version plus divertissante. Sur High Street, les commerçants s'appuyaient contre leur comptoir pour discuter des suspects. M. Finch, l'épicier, était certain qu'Horace Coles avait empoché l'objet et l'avait vendu pour de l'argent. Madame Hartnell, quant à elle, affirmait avoir vu la femme de chambre de Madame Denholm s'agiter nerveusement près des tables, ce qui, à ses yeux, suggérait une certaine culpabilité. À midi, même la postière avait émis l'hypothèse que toute cette affaire avait été orchestrée pour donner un peu de notoriété au Garden Club. Miss Marple, marchant à son rythme habituel pour aller apporter un panier de boutures au presbytère, écoutait les rumeurs qui lui parvenaient. Elle souriait poliment, acquiesça là où on attendait un accord et s'abstient de contredire qui que ce soit. Pourtant, ses yeux pétillaient de temps à autre, car elle avait déjà remarqué que chaque théorie en disait plus sur celui qui la parlait que sur le crime lui-même. Lorsqu'elle arriva au presbytère, elle trouva Griselda, l'épouse pleine de vie du vicaire, arrangeant des lises dans un vase d'un air distrait. Griselda baissa la voix d'un ton conspirateur. « Jane, c'est une affaire bien étrange. Alice Denholm a été emmenée dans sa chambre. James Denholm insiste sur le fait qu'elle est souffrante, mais j'imagine que c'est Lachaud, peut-être la honte de perdre un tel trésor familial en public. On raconte qu'elle n'était pas censée le révéler, son mari désapprouvant. » Miss Marple hocha la tête pensivement, les mains jointes sur le panier. « Ah oui, les maris sont parfois très exigeants avec les objets de famille, surtout lorsqu'ils sont liés à de vieilles histoires. »« Des histoires ?» Griselda leva brusquement les yeux. « Tu en sais quelque chose, Jane ?» Mais Miss Marple se contenta de sourire et de faire remarquer que les lys ne durent jamais longtemps dans les pièces chaudes, éludant ainsi soigneusement la question. Ailleurs dans le village, Horace Coles se réveilla avec un mal de tête et peu de souvenirs des émeutes de la veille. Lorsqu'il entra en titubant au Crown Inn pour une pinte revigorante, les murmures le tenaillaient déjà. Madame Price Ridley elle-même avait insinué d'un ton sombre qu'il fallait appeler la police. Le propriétaire secoua la tête devant les protestations d'innocence d'Horace, tandis qu'un groupe de villageois l'observait comme s'il portait encore la miniature dans sa poche. Le docteur Haydock, se retrouvant au centre des questions sur la figure maudite, se moquait de toute idée de surnaturel. Pourtant, en privé, il avoue à Miss Marple n'avoir jamais vu un tel travail, et que la réaction de Madame Denholm à sa perte l'avait perturbée. Elle devient blanche comme un linge, Jane. J'ai vu des patients s'évanouir avec moi. Et lorsque j'ai suggéré qu'il avait peut-être simplement été mal placé, elle m'a regardé comme si j'avais dit une absurdité. Miss Marple ne répondit pas immédiatement, mais ses aiguilles s'agitèrent avec intensité plus tard dans la soirée, tandis qu'elle réfléchissait à la question. Elle se souvenait de la main tremblante d'Alice Denholm lorsqu'elle plaça la miniature sous la cloche de verre, de la façon dont ses yeux évitaient le regard de son mari.
Pour la plupart des villageois, c'étaient des signes de délicatesse ou de nervosité. Pour Miss Marple, c'étaient les signes d'un secret plus lourd qu'elle ne le souhaitait. 2 jours plus tard, une petite réunion eut lieu à la résidence Denholm. James Denholm, pâle et sévère, invita le vicaire et le docteur Haydock à discuter de la marche à suivre. Miss Marple n'était présente que par hasard. Il semblerait qu'elle ait apporté de la confiture de prune à Griselda, qui insista pour qu'elle l'accompagne. L'avocat parla fermement. Ces absurdes rumeurs de malédiction doivent cesser. La figurine a disparu, et c'est tout. Ma femme est souffrante à cause de cette attention et ne se laissera pas attirer davantage. Alice Denholm était assise près de l'âtre, les mains jointes sur les genoux, le visage baissé. Elle ne parla qu'une fois, lorsque le vicaire lui demanda directement si elle croyait que la figurine avait été volée. « Elle n'était pas égarée, » murmura-t-elle. « Elle avait été prise. » Sa voix n'était guère plus qu'un murmure, mais elle portait en elle une certitude qui réduisit la salle au silence. En quittant la maison des Denholm, Griselda chuchota à Miss Marple « Tu vois comme elle est pâle ? À mon avis, c'est la nervosité, ou la culpabilité. On ne sait jamais. » Miss Marple remarqua seulement que beaucoup de gens pâlissaient sous l'effort, mais elle garda ces mots de côté, car la remarque désinvolte de Griselda faisait écho à quelque chose qu'elle avait elle-même médité. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé d'été, le village retenait son souffle, dans une curieuse attente. La miniature disparue avait perturbé le rythme habituel des ragots et du thé, et chacun pressentait, sans que personne ne l'admette, que quelque chose d'autre allait suivre. Et ce fut le cas. Car dès le lendemain matin, Horace Cole fut découvert affalé au bord du jardin du presbytère, sans vie, le visage étrangement déformé par la surprise. Un verre brisé à côté de lui brillait comme un cruel écho de la miniature disparue. Le village s'est réveillé non seulement au milieu des ragots, mais aussi au milieu des meurtres. La découverte du corps d'Horace Cole se répandit à St. Mary Mead avec la rapidité d'une tache d'encre sur un buvard. Lorsque le gendarme arriva de Much Benham, la moitié du village s'était rassemblée aux portes du presbytère, tendant le cou pour observer la scène. Ce fut naturellement Madame Hartnell qui prétendit avoir été la première à le trouver, mais en réalité, c'est son jardinier qui tomba sur le pauvre garçon en taillant la haie. Le gendarme jeune et anxieux tente de disperser la foule, mais les questions fusèrent. Horace était-elle tombée? Était-ce enfin le djinn? Ou y avait-il, comme l'affirmait Madame Price Ridley, un acte criminel lié à cette horrible figurine? À l'intérieur du presbytère, Griselda se tordait les mains, tandis que son mari arpentait la pièce, impuissant. « Une mort dans le jardin », murmura-t-il. « Que dira l'évêque? Ce sera dans les journaux. Un scandale. » Le docteur Haydock examina le corps avec une efficacité fulgurante. Aucun signe de violence, annonçait à l'agent, qui griffonne nerveusement dans son carnet. Mais l'homme avait une expression curieuse, non, comme s'il avait vu quelque chose qui l'avait profondément surpris. Il désigna le verre brisé à côté d'Horace. De la boisson renversée, sans doute. Mais il me paraît étrange que le verre se brise aussi proprement. L'agent, hésitant entre hocher la tête gravement ou paraître perplexe, opta pour les deux. Il promit d'informer ses supérieurs et alla téléphoner à l'inspecteur de Much Benham. Pendant ce temps, Miss Marple, arrivée au presbytère sous prétexte de remettre des patrons de broderie à Griselda, était assise tranquillement dans un fauteuil d'angle. Elle écoutait le rapport du médecin, les yeux fixés non pas sur le corps, mais sur les villageois, rassemblés devant la fenêtre. Chaque visage, remarqua-elle, affichait une expression particulière, certains sincèrement choqués, d'autres teintés de curiosité, et un ou deux, pensa-t-elle, affichaient une expression plus proche de la satisfaction. Lorsque l'inspecteur Craddock apparut enfin, son arrivée fit sensation. Grand homme aux manières vives, il s'adressa sans tarder à la foule. « Pas de spéculation, s'il vous plaît. Il s'agit d'une affaire de police, ce qui, bien sûr, ne fait qu'attiser les spéculations. » À l'intérieur, il interrogea le vicaire, Griselda et le jardinier. Horace, semblait-il, avait beaucoup bu la veille. Il était entré dans le jardin à l'aube, marmonnant pour lui-même, et s'était effondré peu après. L'inspecteur fronça les sourcils. Une mort naturelle, peut-être. Mais on ne peut pas exclure un empoisonnement. Le verre doit être examiné. Le mot poison se répandit dans la pièce comme un courant d'air froid. Griselda halta, et Madame Price Ridley, qui s'était infiltrée dans l'assemblée, serra son sac à main avec une force théâtrale. « Voilà, vous voyez, je lui ai dit dès le début, c'est lié à cette horrible silhouette de verre. Croyez-moi, inspecteur, elle est maudite. » L'inspecteur Craddock l'ignora, mais le regard de Miss Marple brillait d'intérêt. Des mots comme « malédiction » et « destin » masquaient souvent
des motivations plus pragmatiques. Durant les 2 jours suivants, le village sembla suspendu. Les rumeurs allaient un bon train dans la file d'attente à la poste, au comptoir du boucher et pendant les goûters. Certains racontaient que Horace avait volé la miniature et avait reçu une punition méritée. D'autres murmuraient qu'Alice Denholm, avec son visage pâle et ses airs étrangers, l'avait attiré vers la mort pour le faire taire, et quelques-uns suggèrent que James Denholm lui-même avait orchestré l'affaire, pour des raisons liées à son expression sévère et à sa réputation d'exactitude. La maison Denholm restait close. Alice était rarement vue, sa servante allant chercher des provisions en silence. James apparut à son bureau, mais ne parla à personne. Cela ne fait qu'augmenter les spéculations. C'est au cours d'un de ces après-midi, alors qu'elle sirotait du thé chez les Bantry, que Miss Marple apporta discrètement sa première contribution à l'enquête. Dolly Bantry répéta, pour la 5e fois, que Horace avait crié au danger le jour du Garden Club. « Vous souvenez-vous, Jane ?» Il dit « Nous savons tous ce qui arrive à ceux qui le prétendent. »« Oui, » répondit Miss Marple d'un ton doux en remuant son thé. « Mais ne trouves-tu pas curieux, Dolly, qu'ils disent « nous le savons tous » car en vérité, lui seul semblait savoir. Nous autres, nous n'avions jamais entendu cette histoire auparavant. Dolly cligna des yeux en réfléchissant à cela. Enfin, je suppose que c'est vrai. À moins qu'il ne soit ivre, bien sûr. Ah, mais parfois, dit doucement. Miss Marple, c'est précisément quand un homme est ivre qu'il dit ce qu'il a essayé le plus durement d'oublier. Dolly frissonna de plaisir et déclara que Jane était bien trop intelligente. Plus tard, Miss Marple rentre lentement chez elle, traversant le chemin, l'air du soir chargé d'un parfum de chèvrefeuille. Elle considérait Horace Coles comme un homme insensé, amateur de boissons, mais pas totalement dénué de mémoire ni d'expérience. Ses paroles au Garden Club, sa mort soudaine, le verre brisé à ses côtés n'étaient pas des coïncidences, sentait-elle, mais les fils conducteurs d'une même histoire. Et les histoires, Miss Marple le savait, ne mentent jamais. L'inspecteur revint avec la nouvelle que des traces de poison avaient bel et bien été trouvées dans les restes de la boisson d'Horace. Le village fut sous le choc. Poison était un mot d'une intimité sinistre, impliquant non pas une violence aveugle, mais un calcul, une préméditation, la connaissance de l'habitude et de l'opportunité. Qui souhaite-t-elle sa mort demanda le vicaire consterné. Horace était gênant, certes, mais guère dangereux. Miss Marple ne dit rien, même si elle aurait pu lui rappeler qu'un désagrément est souvent une raison suffisante. Elle pensa aux yeux baissés d'Alice Denholm, au rejet sévère de l'histoire de la figurine par James Denholm, aux nombreux ressentiments murmurés des villageois. Les êtres humains, selon ses longues observations, avaient rarement besoin de grands motifs, les petits, qui couvaient en silence, pouvaient être mortels. À la tombée de la nuit, Miss Marple était assise dans son jardin, ses aiguilles à tricoter cliquetant à un rythme régulier. Les roses se balançaient doucement au vent, sereines dans leur floraison estivale, épargnées par la folie humaine. Elle pensa à la miniature, étincelante sous son dôme de verre, et à Horace Coles, étendu sans vie près d'un verre brisé. Un morceau de verre manquant, un morceau de verre brisé, songea-t-elle. Il y avait du sens à tout cela. Mais le sens, comme toujours, ne se révélerait qu'avec de la patience. Et Miss Marple avait une patience à revendre. L'inspecteur Craddock n'avait guère de patience pour les ragots du village. Il préférait une liste de suspects impeccable, chacun avec un mobile et une occasion clairement définie. Dans le cas d'Horace Coles, il trouva son premier candidat assez facilement. L'homme avait été vu en train de se disputer avec Alice Denholm, non pas une, mais 2 fois. Une fois au Garden Club et une autre fois, selon Madame Hartnell dans la ruelle, la veille de sa mort. Alice, pâle et désemparée, s'était précipitée, tandis qu'Horace la suivait en titubant, exigeant quelque chose d'une voix trop brouillée pour être comprise. Lorsque l'inspecteur se rendit à la résidence Denholm, les soupçons s'étaient déjà installés dans l'esprit des villageois. « C'est elle, déclara Madame Price Ridley Shea, l'épicier. À mon avis, Horace savait quelque chose sur cette miniature, et elle le fait taire avant qu'il ne puisse en parler. » D'autres acquiescèrent avec empressement. Rares étaient ceux à St. Mary Mead qui détestaient autant l'incertitude, et l'air secret d'Alice en fournissait l'explication parfaite. James Denholm reçut l'inspecteur avec une politesse glaciale. Son bureau, à l'avant de la maison, sentait le cuir et l'encre fraîche. Alice était assise en silence dans un coin, les mains jointes comme une écolière repentie, le regard fixé sur le tapis. « Vous comprendrez, monsieur Denholm, commença l'inspecteur, que je dois poser quelques questions à votre femme. »« Ma femme est malade, interrompit James d'une voix hachée.
Elle a assez souffert des paroles vaines. Si vous avez des questions, adressez-les-moi. Mais Alice releva soudain la tête. Non, James, laisse-le demander. C'est mieux. Sa voix, bien que calme, était d'une étrange fermeté. L'inspecteur n'a pas perdu de temps. Madame, des témoins vous ont vu en conversation avec le défunt peu avant son décès. Quel était le sujet de cette conversation? Les mains d'Alice se crispèrent sur ses genoux. Il parle de la miniature. Il dit qu'il reconnaissait qu'elle avait appartenu à quelqu'un qu'il connaissait, il y a longtemps. Il voulait poser des questions. Je lui dis qu'il se trompait. C'est tout. Est-ce qu'il t'a menacé? Ses lèvres se pincèrent. Il m'effrayait, certes, mais pas par ses menaces, seulement parce qu'il prétendait savoir. La main de James Denholm frappa violemment le bureau. C'est scandaleux. On ne peut pas attendre de ma femme qu'elle se défende contre les délires d'un ivrogne. L'inspecteur regarda Alice fixement. Et le matin de sa mort, l'avez-vous vu alors? Non, murmura-t-elle. J'étais dans ma chambre. James peut vous le dire. Il était dans le bureau. Nous n'avons pas quitté la maison avant que la bonne vienne nous annoncer la nouvelle. Ce n'était pas un alibi convaincant, et Craddock le savait. Des maris et des femmes confirmant la présence de l'autre dans des pièces séparées impressionnent rarement un policier. Il referma son carnet d'un coup sec et déclara qu'il aurait besoin de nouvelles déclarations. Une fois l'inspecteur parti, Miss Marple, qui avait réussi à rendre visite à Alice sous prétexte de lui remettre une recette de biscuits au citron, fut conduite au salon. Elle trouva Alice seule, le visage pâle et tiré, mais le regard perdu dans ses pensées. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre un petit bruit, dit doucement Miss Marple en s'asseyant sur une chaise avec l'aisance de quelqu'un qui s'attend à être accueilli partout. « Pardonnez-moi, ma chère, mais je me demande si M. Coles vous a vraiment effrayé, ou vous a-t-il rappelé quelque chose que vous souhaitiez oublier ?» Les yeux d'Alice s'écarquillèrent, puis s'assombrissent. « Vous voyez trop, Miss Marple, mais je ne peux pas encore l'expliquer. Parler serait plus dangereux que le silence. » Miss Marple hocha simplement la tête, ses aiguilles claquant doucement dans le sac posé à côté d'elle. Elle avait déjà entendu de tels mots. Des mots nés non pas de la culpabilité, mais de la peur. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock convoqua une réunion à la Crown Inn, invitant plusieurs villageois à faire des dépositions. L'ambiance était animée, car une fois en présence officielle, les villageois se délitent d'autant plus. Madame Hartnell décrivit avec délectation la fuite précipitée d'Alice loin d'Horace, tandis que Dolly Bantry avouait avoir remarqué Alice tremblante le jour du club de jardinage. Même le propriétaire apporta sa contribution, rappelant comment Horace avait vaguement évoqué un trésor qu'il ne fallait pas montrer en avalant sa 3e pinte. L'inspecteur résume vivement que Horace Coles connaissait déjà l'histoire de la miniature. Il avait confronté Alice Denholm, déjà protectrice et secrète à propos de l'objet. Il mourut empoisonné, probablement glissé dans un verre alors qu'il se trouvait dans le jardin du presbytère. Qui, alors, avait à la fois le mobile et l'opportunité? Pour Craddock, la réponse était évidente. Madame Denholm était celle qui avait le plus à perdre si Horace révélait ce qu'il savait. Elle est la principale suspecte jusqu'à preuve du contraire. La déclaration se propagea rapidement dans le village, transformant les soupçons en quasi-certitude. Les enfants murmuraient qu'Alice était une meurtrière, tandis que les adultes traversèrent la rue pour éviter de croiser son regard. James Denholm marchait avec une fierté figée, comme s'il mettait quiconque au défi d'accuser ouvertement sa femme, mais les ombres s'épaississaient autour de leur maison. Miss Marple, cependant, n'était pas convaincue. Elle avait perçu la peur d'Alice, certes, mais aussi son honnêteté à l'admettre. Et l'honnêteté, selon la longue observation de Miss Marple, s'accordait rarement avec le meurtre. De plus, certains détails, ignorés par d'autres, la laissaient profondément perplexe. Pourquoi Horace avait-il choisi ce moment, au Garden Club, pour parler de danger? Comment avait-il pu reconnaître la miniature, à moins de l'avoir rencontrée ailleurs? Et, plus curieux encore, pourquoi sa mort avait-elle eu lieu dans le jardin du presbytère, un endroit où Alice n'avait apparemment rien à faire? Assise ce soir-là dans son salon, tricotant une douce écharpe grise, Miss Marple réfléchissait à ces questions. L'inspecteur avait choisi son suspect. Le village avait suivi son exemple, mais elle connaissait trop bien la nature humaine pour se satisfaire. Les gens se révélaient rarement aux policiers, mais à une vieille fille aux manières douces, ils en révélaient bien plus qu'ils ne le pensaient. Miss Marple résolut donc d'observer et d'écouter, comme toujours, le moindre faux pas. Elle soupçonnait que la vérité, lorsqu'elle surviendrait, ne résiderait pas dans des révélations spectaculaires, mais dans la plus infime des habitudes humaines, des gestes, un mot, ou peut-être la façon dont on parle du verre. Les jours d'été s'allongeaient, mais à St. Mary Mead, l'air était lourd de méfiance.
Malgré la fermeté professionnelle de l'inspecteur Craddock, le village lui-même avait déjà jugé Alice Denholm coupable. La postière pinçait les lèvres dès que le nom d'Alice était mentionné. Madame Price Ridley déclarait sentir la culpabilité aussi facilement que la moisissure sur le linge. Et même l'épicier, habituellement doux, remarqua qu'on ne savait jamais de quoi des étrangers, ou presque, étaient capables. Pendant ce temps, Miss Marple poursuivait sa tournée du village, son tricot soigneusement rangé dans son panier, toujours aussi placide. Elle laissait les autres exprimer leurs soupçons en sa présence, hochant la tête avec sympathie, mais son esprit errait sur des chemins que l'inspecteur n'avait pas envisagés. Elle avait vécu trop longtemps, trop vu, pour accepter l'évidence sans se poser de questions. Un matin, en visite au presbytère, elle s'arrêta dans le jardin où Horace Coles avait été retrouvé. L'herbe ne portait aucune trace du drame. Pourtant, le regard perçant de Miss Marple s'attarda sur une étroite parcelle de terre près de la haie. Là, à moitié enfoncé dans la terre, gisait un éclat de verre. Elle se pencha avec précaution, le souleva entre ses doigts, gantés, et le présenta à la lumière. Ce n'était pas le verre que Horace avait laissé tomber, les bords étaient incurvés, légèrement verdâtres et plus fins qu'un verre ordinaire. Miss Marple le glissa discrètement dans son mouchoir avant que quiconque ne puisse le remarquer. Plus tard, dans l'après-midi, elle apporta sa trouvaille au docteur Haydock sous prétexte de discuter de ses roses, qui, selon elle, pendèrent de façon suspecte. Après avoir écouté ses inquiétudes avec bonne humeur, le médecin haussa les sourcils lorsqu'elle lui présenta le tesson. « Bon, Jane, qu'est-ce que tu fais de mal? Ça ne vient d'aucun verre que j'ai jamais vu. »« Non, en effet, dit Miss Marple d'un ton doux, cela me rappelait un éclat de verre, un objet destiné à capter la lumière, pas à retenir l'eau. » Le docteur le tourna dans sa main, comme le dôme qui recouvrait la miniature. « Précisément, répondit Miss Marple d'une voix calme. Je serais très intéressé de savoir comment un morceau de verre s'est retrouvé dans le sol près de l'endroit où le pauvre M. Coles a été retrouvé. » Le docteur Haydock fronça les sourcils. « Vous pensez donc que le dôme était brisé à cet endroit? »« Pas forcément, songea Miss Marple, mais cela suggère un mouvement. Peut-être que la miniature n'a finalement pas été volée au Garden Club. Peut-être a-t-elle été emportée plus tard ou transportée ailleurs. » Le médecin la fixa du regard. « Tu racontes des histoires étranges, Jane. Pas des idées préconçues, docteur, des observations. On remarque souvent les grandes choses, mais ce sont les petites choses qui nous trahissent. Un bouton mal placé, une empreinte de pas au mauvais endroit, ou un éclat de verre là où personne ne s'attendait à le voir. » Pendant ce temps, l'inspecteur poursuivait son interrogatoire avec une insistance farouche. Il l'interrogea sur son passé, ses relations à Londres, ses connaissances à l'étranger. Alice répondit avec tout le calme dont elle était capable, même si ses joues pâles trahissaient l'attention. Elle finit par avouer que la miniature avait appartenu à sa grand-mère, une Française qui avait survécu à des temps difficiles avant de perdre la plupart de ses biens au cours d'années désespérées. La figurine, préservée par hasard, avait été son seul héritage. Et pourtant, insista l'inspecteur Craddock, Horace Coles prétendait l'avoir reconnue. Comment était-ce possible, à moins qu'il ne soit passé entre d'autres mains avant d'arriver entre les vôtres? Alice hésita, jetant un regard impuissant à son mari, qui se tenait immobile à ses côtés. James Denholm intervint, déclarant que Coles était un menteur, un vantard ivre qui cherchait à extorquer de l'argent avec des histoires inventées. L'inspecteur remarqua néanmoins l'hésitation d'Alice. La nouvelle de ses réponses hésitantes se répandit rapidement. À l'auberge de la Couronne, les villageois se demandaient si elle avait menti pour se protéger ou pour protéger son mari. Certains murmuraient que James, sévère et orgueilleux, était peut-être le véritable coupable, dissimulant sa culpabilité derrière des manières d'avocat. Mais ces murmures étaient moins satisfaisants que de condamner Alice sans embâge, et c'est pourquoi la plus grande part des soupçons pesait toujours sur elle. Miss Marple, cependant, passait ses soirées à réfléchir tranquillement. Elle se souvenait de l'expression d'Horace lorsqu'il avait déclaré la miniature dangereuse, du tremblement d'Alice en la plaçant sous le dôme, et de l'éclat de verre verdâtre qu'elle avait trouvé près de la haie. Si le dôme s'était brisé, qui l'avait réparé ou remplacé? Et pourquoi personne n'avait remarqué un tel accident? Elle chercha des réponses aux endroits les plus inattendus. Allant prendre le thé chez Dolly Bantry, elle laissa son amie bavarder longuement du scandale. Dolly, avec un geste extravagant, remarqua qu'elle avait frôlé la table du Garden Club et failli renverser la coupole de verre. Heureusement qu'elle n'est pas tombée, Jane. Imaginez le tollé. Miss Marple sourit, même si son esprit se tourna brusquement à cette pensée. Le dôme était fragile, peut-être déjà fissuré.
Il suffirait de peu pour le briser, et s'il s'était brisé plus tard, quelqu'un aurait peut-être eu raison de se débarrasser discrètement des éclats et de les emporter dans le jardin du presbytère où ils passeraient peut-être inaperçus. Mais ce n'était pas tout. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le regard de Miss Marple se porta sur le buffet des Bantry, où un ensemble de verres à vin brillait à la lumière. Leur teinte était légèrement verdâtre, leur courbe délicate, rappelant l'éclat qu'elle avait trouvé. Elle passa légèrement son doigt sur l'un d'eux et rangea son observation. Des verres similaires n'étaient pas rares. La clé, soupçonnait elle, ne résidait pas dans le matériau lui-même, mais dans sa présence au mauvais endroit et au mauvais moment. Le lendemain matin, l'inspecteur Craddock annonça qu'Alice Denholm allait être formellement interrogée à Mush Benham. Des exclamations d'excitation parcoururent le village. Pour la plupart, c'était le premier pas vers une conclusion. Pour Miss Marple, c'était un dangereux rétrécissement de la vision. Car, dans son esprit tranquille, elle voyait trop de détails inachevés. Un dôme peut être brisé, un éclat de verre dans la haie, l'expression effrayée d'Horace Coles et l'étrange certitude avec laquelle Alice avait déclaré la miniature volée. Miss Marple croisa les mains sur son tricot et soupira. Tout le monde regardait Alice. Mais parfois, songea-t-elle, la personne que tout le monde regardait était précisément celle qui était censée les distraire. La décision de convoquer Alice Denholm pour interrogatoire à Much Benham jeta un silence étrange sur St. Mary Mead. Le matin de son départ, les rideaux de la rue principale frémirent, tandis qu'elle passait, voilée et pâle, aux côtés de son mari. James Denholm marchait avec sa dignité sévère habituelle, mais sa main serrait trop fort la poignée de sa serviette, et son regard se tourna une ou deux fois vers les villageois qui l'observaient. À la Crown Inn, l'ambiance était inhabituellement animée cet après-midi-là. M. Finch l'épicier et Mme Hartnell se penchaient au-dessus de leur tasse, se demandant si Alice avouait sous la pression. « Croyez-moi, déclara Mme Hartnell avec satisfaction, elle craquera. » C'est toujours le cas lorsque l'inspecteur pose la bonne question. Le propriétaire, polissant les verres derrière le comptoir, ajouta avec délectation. « Et j'ai entendu dire que Coles avait eu des ennuis pour contrebande. Un beau couple, n'est-ce pas? Elle avec ses objets de famille français et lui avec ses sales affaires. » Miss Marple, qui s'était laissée convaincre de prendre une limonade avec Dolly Bantry, écoutait en silence. Elle savait pertinemment que les ragots avaient tendance à véhiculer des bribes de vérité enrobées d'exagération. La contrebande n'était pas si improbable dans la jeunesse d'Horace. Les villages côtiers étaient parsemés d'histoires de contrebande et de marchés chuchotés. Mais c'était la façon dont les gens parlèrent d'Alice, comme s'ils étaient impatients de la voir condamnée, qui l'intéressait le plus. Les villageois cherchèrent souvent à protéger les leurs en déplaçant les soupçons ailleurs. Alice, nouvellement arrivée au village, ne bénéficiait pas de la protection que procure l'appartenance. Ce soir-là, Miss Marple rend visite au vicaire et à Griselda. Elle trouva le vicaire agité, des papiers éparpillés sur son bureau. « C'est très affligeant, Jane, soupira-t-il. L'inspecteur semble déterminé à monter son dossier autour d'Alice Denholm, mais je n'arrive pas à le comprendre. Elle semble fragile, certes, secrète, mais loin d'être meurtrière. » Griselda, recroquevillée dans un fauteuil, l'air malicieux, intervint. « Eh bien, les secrets peuvent être dangereux. Et elle en a certainement. Tu as entendu, Jane? Madame Price Ridley prétend que Alice a été fiancée avant de venir ici, et qu'il y a eu un scandale à Londres. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Le scandale, ma chère, ressemble un peu à la moisissure. Il pousse vite dans un coin humide. Il faut toujours regarder qui l'arrose. » Griselda rit, mais admit avoir insisté auprès de la femme de chambre d'Alice pour obtenir des détails. Celle-ci, troublée, avait seulement avoué que sa maîtresse avait vécu à Bloomsbury avant d'épouser James Denholm, et que certains visiteurs avaient été découragés par son mari. Le vicaire secoua la tête devant la frivolité de l'information, mais Miss Marple rangea soigneusement l'information dans son tiroir mental. Un passé londonien, des fiançailles annulées, des visiteurs découragés, tout cela avait souvent des conséquences. 2 jours plus tard, une nouvelle vague de discussions déferla sur le village à l'arrivée de la sœur d'Horace Coles. Madame Lydia Cartwright, une grande femme aux traits anguleux, exigea des réponses de l'inspecteur. Elle affirma que son frère lui avait écrit peu avant sa mort, affirmant avoir enfin trouvé quelque chose de précieux. Elle remit la lettre entre les mains de l'inspecteur, les yeux brillants d'indignation. La lettre fut lue à voix basse au presbytère, où Craddock convoqua une nouvelle discussion. Ces lignes, écrites du gribouillage négligé d'Horace, laissaient entrevoir une valeur secrète, argentent un trésor que j'ai entrevu autrefois, que je retrouve maintenant,
et une dame trop fière pour admettre sa valeur. Ce qui ne pouvait signifier que la miniature, conclut l'inspecteur d'un ton sombre. Madame Cartwright, cependant, ne se contenta pas d'en rester là. Elle affronta Alice elle-même à la résidence de Nolm, se frayant un chemin entre la femme de chambre. Mademoiselle Marple, qui passait par là, aperçut l'échange par la porte ouverte. La voix de Lydia résonna d'accusation. « Tu savais ce que mon frère voulait dire. Tu lui as montré cette chose, et elle l'a tué aussi sûrement que si tu lui avais porté le coup. » La réponse d'Alice fut calme, presque suppliante. « Tu te trompes. Je ne lui ai fait aucun mal. Je l'ai supplié de me laisser tranquille. » Ses mains se tordirent, et sa voix se brisa sous le poids de la douleur. James Denholm arrive à temps pour pousser Madame Cartwright hors de la maison. Mais le mal était fait. La confrontation fut rapportée par 3 témoins différents avant la fin de l'heure, et à la tombée de la nuit, la plupart des villageois la répétèrent comme preuve de la culpabilité d'Alice. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, avec Dolly Bantry. Dolly, ravie par le drame, insista sur le fait que la protection de James Denholm était en soi suspecte. Les hommes qui défendent leur femme avec trop d'ardeur le font souvent, parce qu'ils connaissent la vérité, Jane. Regarde-moi bien, c'est peut-être lui qui cache une main coupable. Miss Marple sourit faiblement. Peut-être. Ou peut-être est-il simplement un homme peu habitué aux langues de village, qui peuvent être plus piquantes que des orties. Pourtant, il y a quelque chose de curieux, n'est-ce pas? Si Horace connaissait vraiment l'histoire de la miniature, pourquoi n'en a-t-il parlé qu'à Alice? Et pourquoi n'a-t-il laissé à sa sœur que de vagues allusions? Parce qu'il était ivre, suggéra Dolly. L'ivresse explique beaucoup de choses, ma chère, dit Miss Marple, mais pas toutes. Le lendemain matin apporta une autre révélation. Le livreur de M. Finch, avide d'attention, raconta à qui voulait l'entendre qu'il avait aperçu James Denholm tard dans la nuit, marchant d'un pas rapide vers la gare. Il tenait à la main un petit paquet enveloppé dans du papier Kraft. Bien que James l'ait plus tard considéré comme un document juridique, l'histoire se répandit rapidement. Et si le colis contenait la miniature disparue? Et si l'avocat lui-même était impliqué dans sa disparition? L'inspecteur, bien que sceptique, fut obligé de prendre note de l'histoire. Ainsi, les soupçons, autrefois fixés sur Alice, commencèrent à vaciller. Certains villageois suggérèrent alors que le mari et la femme avaient agi de concert, tandis que d'autres penchèrent pour James, le plus fort et le plus calculateur. Malgré tout cela, Miss Marple tricotait sereinement, son esprit rassemblant les fragments. Un éclat de verre près de la haie, une lettre vantarde d'Horace, l'indignation d'une sœur, les courses nocturnes d'un mari, les fils d'une tapisserie encore floue. Elle ne partageait pas ses pensées. Au lieu de cela, elle souriait gentiment et écoutait, car elle connaissait bien la nature humaine. Les secrets, une fois réveillés, avaient tendance à remonter à la surface, et elle soupçonnait qu'avant longtemps, un autre se libérerait, bouleversant à nouveau les schémas. Le déplacement des soupçons d'Alice Denholm vers son mari n'apaisa pas le malaise à St. Mary Mead. Au contraire, il aiguisa l'appétit du village pour la spéculation. Pour certains, le calme sévère de James Denholm ressemblait désormais à une dissimulation. Pour d'autres, sa promenade nocturne vers la gare devenait la preuve d'une commission coupable. Pourtant, les ragots, bien que prompts à accuser, ne satisfaisaient que rarement longtemps. Les villageois aspirent à du nouveau combustible, et avant la fin de la semaine, ils en reçoivent. Tout commença par un cri de la femme de chambre de la maison Denholm. Un matin, alors qu'elle tirait les rideaux du bureau, elle trébucha sur la fenêtre ouverte. La serrure était brisée, le rebord recouvert de traces de pas, et sur le bureau se trouvait une enveloppe qu'aucun membre de la maisonnée n'avait y avoir déposée. Alice, tremblante, l'ouvre en présence de son mari. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier sur laquelle était griffonné en lettres capitales irrégulières. « Rendez ce que vous avez pris, ou la prochaine ne sera pas aussi miséricordieuse. » L'inspecteur fut immédiatement appelé. Il examina la note avec gravité, notant l'encre tachée et la faible odeur de tabac qui s'accrochait au papier. Un avertissement, déclaration. Mais s'agit-il de la main qui avait empoisonné Coles, ou d'une autre? Cela reste à déterminer. La découverte se répandit comme une traînée de poudre. Certains murmurèrent que la menace confirmait que James avait bien pris la miniature et l'avait cachée. D'autres insistèrent sur le fait qu'elle prouvait qu'Alice avait des ennemis que son mari ne connaissait pas. Quelques-uns suggérèrent même que la mort d'Horace n'avait été que le premier coup d'une série de vengeances. Miss Marple, appelée à la maison Denholm par Griselda, qui s'était déclarée trop agitée pour comprendre quoi que ce soit, s'assit tranquillement dans le coin tandis que l'inspecteur interrogeait à nouveau Alice.
Avez-vous déjà reçu des notes de ce genre, Madame Denholm? Alice secoua la tête avec véhémence. Jamais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vous l'ai dit, la miniature a été volée au Garden Club. Je ne l'ai pas. James Denholm, la mâchoire serrée, ajouta « C'est l'œuvre d'un fauteur de troubles qui se nourrit de ragots. Nous ne nous laisserons pas intimider. » Mais Miss Marple remarqua comment les doigts d'Alice tordèrent le bord de son mouchoir, et comment ses yeux se tournèrent vers son mari avec quelque chose qui n'était pas tout à fait digne de confiance. Ce soir-là, le vicaire convoqua une petite réunion au presbytère, espérant apaiser le village. L'inspecteur Craddock y assista, ainsi que le docteur Haydock, Dolly Bantry et plusieurs villageois parmi les plus véhéments. La conversation porta rapidement sur le mot. Madame Price Ridley y affirma qu'il s'agissait d'un aveu clair de culpabilité de la part des Denholm eux-mêmes, tandis que M. Finch se demandait à voix haute si l'intrus n'avait pas cherché à menacer, mais à récupérer directement la miniature. Peut-être qu'il était caché dans la maison depuis le début, suggérait, et que le voleur était venu le réclamer. Ou pour les effrayer et les « forcer à le produire », rétorqua Dolly. Un geste des plus théâtraux, à mon avis. Miss Marple sirota son thé, puis parla d'une voix douce. On imagine souvent les voleurs dramatiques, Madame Bantry, mais en réalité, ce sont généralement des créatures très discrètes. Un mot comme celui-ci, écrit à la hâte et laissé à la vue de tous, n'appartient peut-être pas du tout à un voleur expérimenté. Il pourrait plutôt appartenir à quelqu'un qui souhaite nous faire croire à un voleur. Sa remarque fut accueillie par un moment de silence, avant que Dolly ne déclare que c'était exactement comme Jane de rendre les choses plus compliquées. Pourtant, l'inspecteur fronça les sourcils, pensif. Le lendemain, le second rebondissement arriva. Un ouvrier agricole d'un village voisin arriva avec la nouvelle qu'il avait trouvé un petit objet à moitié enfoui dans la terre, au bord de la rivière. Enveloppé dans un chiffon et terni par la terre, il s'avéra être la miniature en verre elle-même. Les traits de la figurine étaient flous à cause des rayures, mais sa forme délicate était reconnaissable entre mille. L'inspecteur le rapporta à la résidence Denholm, où Alice faillit s'évanouir à sa vue. James le prit des mains de l'inspecteur avec le sang-froid d'un avocat, même si sa main tremblait légèrement en le tenant. « Alors, il n'a jamais été volé, » conclut l'inspecteur Craddock d'un ton sombre. « Il a été délibérément emporté et dissimulé. La question est de savoir qui l'a placé là et pourquoi. » Les villageois, apprenant la découverte, furent divisés. Certains affirmaient que cela confirmait la culpabilité d'Alice, elle l'avait caché près de la rivière, et Horace avait découvert son secret. D'autres soutenaient que cela accusait directement James, qui avait la force et la possibilité de s'en débarrasser sans être vu. D'autres encore se demandaient si Horace lui-même avait caché la miniature avant sa mort, dans l'intention de la vendre et d'en empocher le profit. Miss Marple observa attentivement la rive. Le chiffon dans lequel la miniature avait été enveloppée était d'un type utilisé pour polir la verrerie, courant dans de nombreux foyers. Pourtant, le nœud avait été noué avec une précision inhabituelle, une double torsion qu'elle avait autrefois vue chez d'anciens marins. Qui parmi les villageois, se demanda-elle, avait passé des années en mer? Ce soir-là, Dolly Bantry est arrivée, pleine de théories. Ce devait être Horace. Il se vantait toujours d'avoir des opportunités, de savoir où trouver un peu d'argent. Il l'a caché, et quelqu'un l'a tué pour garder le secret. « Tu ne trouves pas, Jane ?» Miss Marple sourit faiblement. « C'est possible, Dolly. Mais cacher des choses demande une certaine patience, et je ne suis pas sûr que M. Coles en ait une abondance. » Seule plus tard, Miss Marple était assise avec son tricot, l'image de la miniature persistant dans son esprit, cachée dans un chiffon, abandonné près de la rivière, découverte juste au moment où les soupçons menacèrent de se renforcer. Trop ordonné, pensa-t-elle. Beaucoup trop ordonné. Les êtres humains mangeaient rarement les choses avec autant d'ordre, à moins de vouloir que les autres voient ce qu'ils voulaient qu'ils voient. L'inspecteur, enhardi par cette découverte, déclara que l'affaire était proche d'un tournant. Pourtant, Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. Lorsqu'un objet caché refait surface, c'est rarement la fin d'une histoire. Le plus souvent, c'est le début d'une autre et la véritable nature de la tromperie humaine commence à peine à se dessiner. Le retour de la miniature en verre perturba le village d'une manière que même l'inspecteur Craddock n'avait pas anticipée. Au lieu de régler l'affaire, il élargit le cercle des soupçons. Chaque villageois se sentit désormais en droit d'émettre une théorie, et chacune pointait dans une direction différente. Dans la file d'attente à la poste, Madame Price Ridley déclara que c'était la preuve qu'Alice Denholm avait menti depuis le début. Chez l'épicier, Madame Hartnell affirma que James l'avait planté près de la rivière pour détourner les soupçons de sa femme.
et à la Crown Inn, le propriétaire jura qu'Horace Coles l'avait caché lui-même, avec l'intention de le vendre à des collectionneurs et que quelqu'un l'avait tué pour l'obtenir. Miss Marple, cependant, soupçonnait que la découverte de la figurine était trop opportune. Les êtres humains, songea-t-elle, assise près de sa fenêtre avec son tricot, choisissent rarement des cachettes bien rangées, à moins de vouloir trouver quelque chose. Et quand il s'agissait de trouver quelque chose, c'était généralement pour tromper. L'inspecteur Craddock, bien que méfiant face aux rumeurs du village, ne pouvait ignorer que la réapparition de la miniature compliquerait les choses. Il convoqua James et Alice Denholm à Much Benham pour un interrogatoire plus approfondi. James, figé par l'indignation, affirma que toute cette affaire était un complot visant à ruiner la réputation de sa femme et sa propre réputation. Alice, pâle comme toujours, admit seulement qu'elle était soulagée que la miniature ait été retrouvée, même si son regard trahissait un certain malaise. « Que ne me dites-vous pas, Madame Denholm » insista l'inspecteur. Les lèvres d'Alice tremblèrent. Seulement, la miniature est dangereuse, inspecteur. Pas comme les gens. Pense pas malédiction, pas de sort. Mais c'est dangereux, car les gens le convoitent. Et ceux qui le convoitent ne s'arrêteront pas avant d'avoir tout détruit autour. Ces paroles, bien que vagues, frappèrent seule Miss Marple par leur curieuse précision. Ce n'était pas l'objet lui-même qui terrifiait Alice, mais la soif qu'il inspirait aux autres. Ce soir-là, Miss Marple assiste à un petit goûter chez Dolly Bantry, où le docteur Haydock était également présent. Le médecin parla du poison utilisé pour tuer Horace. Une substance assez courante, mais difficile à obtenir sans connaissance. Elle exige une préparation. Quelqu'un savait ce qu'il faisait. Alors ce ne peut pas être Alice, déclara Dolly en lui tendant le sucre. Elle s'évanouit à la vue d'une araignée. Une femme qui hurle à cause des scarabées ne peut pas broyer du poison tranquillement. Le docteur Haydock rit. Peut-être, mais la peur et le désespoir peuvent donner une force surprenante. Miss Marple, sirotant son thé, remarqua doucement « Oui, mais pas toujours avec la force qu'il faut. D'après mon expérience, les empoisonneurs sont rarement des créatures dramatiques. Ils sont calmes, patients et souvent négligés. Des gens qui savent attendre les petits avantages. » Le médecin lui lança un regard curieux, mi-admiratif, mi-intrigué. 2 jours plus tard, un autre incident bouleversa encore le village. La servante de Denholm, de retour du marché, rapporta avoir été suivie par un homme en manteau sombre. Elle se hâta de parcourir les ruelles, le cœur battant, mais la silhouette disparut dans l'ombre du cimetière. Lorsqu'elle balbutia son récit à Alice, la jeune femme pâlit si fort que James menaça de renvoyer la servante chez sa famille pour avoir imaginé des absurdités. Miss Marple apprit l'histoire de Griselda et parcourut elle-même le sentier du cimetière cet après-midi-là. Elle ne trouva rien d'autre que l'herbe agitée par le vent et l'écho des pas. Pourtant, elle s'attarda près du vieux portail du cimetière, où un morceau de feuille de tabac gisait émietté sur la pierre. Elle se pencha lentement, le ramassa et le glissa dans son mouchoir. Pour la plupart, cela n'aurait semblé rien du tout. Pour Miss Marple, cela évoquait quelqu'un qui flânait souvent, fumant en attendant. Ce soir-là, elle invita Dolly dans son cottage sous prétexte de comparer des modèles de tricot. Tandis que Dolly débitait les derniers ragots selon lesquels Madame Cartwright, la sœur d'Horace, avait accusé James d'avoir détruit la lettre de son frère, Miss Marple disposa plusieurs bobines de fil sur la table. Elle demanda à Dolly laquelle elle trouvait la plus jolie. Perplexe, Dolly choisit un écarlate vif. « Ah, voyez-vous, » dit Miss Marple avec sérénité, « comme nous recherchons naturellement ce qui brille le plus. Les êtres humains font de même avec les histoires. Ils s'emparent de ce qui éblouit et négligent le fil conducteur qui les unit. »« Jane, » soupira Dolly, « tu es encore mystérieuse. » Miss Marple sourit. « Pas mystérieuse, ma chère, simplement prudente. Car dans ce cas, le fil uni est bien plus important que le fil écarlate. » Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock poursuivait son enquête. Il fit de nouveau appel à Lydia Cartwright, l'insistant sur la lettre de son frère. Elle se mit sur la défensive, affirmant que Horace avait écrit sur un trésor, mais ne lui avait pas confié toute l'histoire. Il était toujours secret, dit-elle sèchement. Il cachait toujours des choses. Il m'avait promis que je partagerais sa fortune cette fois, mais il n'a jamais vécu assez longtemps pour m'en dire plus. Craddock partit, sceptique. Cependant, Miss Marple, informée de l'entretien, trouva remarquable que Lydia ait parlé non pas de chagrin, mais de chance. La mort de son frère lui semblait moins une blessure qu'une occasion manquée. Le dimanche suivant, le village se rassembla à l'église. Les Denholm étaient assis, raides, sur leurs bancs, détournant le regard de leurs voisins. Miss Marple, observant de loin,
remarqua que le regard d'Alice se posait souvent sur la place vide qu'occupait la miniature dans sa mémoire, comme si elle redoutait encore son pouvoir. James, au contraire, fixait la chair, la mâchoire serrée, tel un homme prêt à endurer. Après la cérémonie, tandis que les villageois se mêlaient, Miss Marple se laissa aller parmi eux, tendant l'oreille. Elle entendit Lydia Cartwright se plaindre d'injustice. Madame Hartnell insistait sur la culpabilité d'Alice, et le docteur Haydock murmurait à l'inspecteur que l'empoisonneur devait être quelqu'un de patient et d'abordable. Chaque voix ajoutait un fil conducteur. Miss Marple rentre chez elle, ses aiguilles à tricoter s'activant dans le crépuscule. Des fils, en effet, pensa T.L. Fils rouge de passion, fils gris de peur, fils noir de cupidité. Tout s'emmêlait maintenant autour d'une petite figure de verre. Mais si l'on tirait sur le bon fil, le nœud se dénouerait. Elle résolut donc, discrètement, de tirer ce fil à sa manière, non pas par des questions insistantes, mais par de douces incitations, en prononçant un mot ici, en laissant entendre une certaine connaissance là, jusqu'à ce que quelqu'un, dans son anxiété, se trahisse. Car Miss Marple savait que les mensonges, comme des bas mal tricotés, se défont vite au moindre coup. La semaine qui suivit la redécouverte de la miniature fut marquée par une agitation sous-jacente. En apparence, le village retrouvait son rythme habituel, paniers transportés de l'épicier au boucher, lettres échangées à la poste, enfants jouant le long du chemin. Pourtant, sous cette façade, la suspicion grondait comme une tempête invisible. La mort d'Horace Coles, le mot menaçant et la découverte sur la rive s'étaient immiscés dans chaque conversation chuchotée. L'inspecteur Craddock poursuivait son enquête avec une détermination acharnée, mais ses questions directes poussaient souvent les suspects à se taire ou à répéter des explications déjà apprises. Miss Marple, au contraire, menait son enquête avec la plus grande douceur, ne semblant jamais approfondir le sujet, mais obtenant toujours plus d'informations que prévu. Elle commença, comme à son habitude, par Dolly Bantry. Au cours d'une tasse de thé, Miss Marple remarqua qu'Alice Denholm devait être profondément soulagée, maintenant que la miniature avait été retrouvée. Dolly, ravie de donner plus de détails, avoua avoir aperçu Alice dans la rue principale, le visage tiré, mais le pas plus léger. Et pourtant, ajouta-t-elle avec délectation, elle regarda 2 fois derrière elle, comme si elle craignait d'être suivie. « Ça m'a fait frissonner, Jane. »« Ah !» dit doucement Miss Marple, « c'est révélateur. Quand on regarde derrière soi, c'est rarement le présent qu'on craint. Le plus souvent, c'est le passé qui nous rattrape. » D'après les bavardages de Dolly, elle comprit que James Denholm avait repris ses promenades nocturnes. « La bonne dit qu'il sort quand Alice est au lit, » chuchote Dolly, et revient les chaussures pleines de boue. « Des affaires juridiques » prétend-il. Mais qui fait des affaires juridiques au clair de lune? Le lendemain, Miss Marple rend visite au docteur Haydock sous prétexte de discuter de ses rhumatismes. Tandis qu'il lui versait un tonique, elle lui demanda, presque distraitement, si le poison utilisé sur Horace Coles était difficile à dissimuler. « Bien au contraire, » répondit le docteur en fronçant les sourcils. « Ça laisse un goût amer. Il faudrait peut-être le masquer avec de l'alcool fort ou du cognac. Dans le cas d'Horace, les traces suggèrent du gin. »« Il y était habitué, » murmura Miss Marple. L'amertume ne le surprendrait donc pas. Le docteur Haydock hocha la tête. « Exactement. Il faudrait quelqu'un qui connaisse ses habitudes, quelqu'un qui comprenne qu'il ne s'en apercevrait pas. » Ce soir-là, Miss Marple réfléchissait à cela en tricotant à la lumière d'une lampe. Le poison n'était pas une arme choisie au hasard. Il exigeait de la patience, de l'ouverture et surtout une bonne connaissance des habitudes de la victime. La mort d'Horace n'était donc pas un accident, un hasard. Elle était délibérée et personnelle. Son prochain test discret eut lieu lors d'une visite à Madame Price Ridley, qui se targuait de connaître l'histoire du village par cœur. Au-dessus des catalogues de semences, Miss Marple mentionna la sœur d'Horace, Lydia, et ses plaintes pour injustice. « Dommage, dit-elle doucement, que Horace ne se soit pas confié à elle plus directement. Il avait dû écrire à quelqu'un d'autre, peut-être. » L'effet fut immédiat. Madame Price Ridley se redressa brusquement, les yeux pétillants. « Qui vous a dit ça? C'est Lydia qui l'a dit? »« Oh non, ma chère, répondit Miss Marple avec une douce innocence. Ce n'était qu'une pensée. Les gens qui écrivent des lettres se limitent rarement à un seul correspondant. » Madame Price Ridley pinça les lèvres, marmonna quelque chose à propos de spéculations futiles, et changea de sujet. Mais Miss Marple remarqua la raideur de ses mouvements. On aurait dit qu'elle craignait qu'une telle lettre puisse exister, cachée quelque part, contenant des vérités qu'il valait mieux taire. Pendant ce temps,
L'inspecteur Craddock insistait auprès de James Denholm au sujet de ses promenades nocturnes. James, fier et irritable, admit s'être rendu à la gare, mais insista sur le fait que c'était pour y déposer des documents confidentiels pour un client. L'inspecteur, peu convaincu, demanda des preuves des lettres. James se figea. Un avocat ne divulgue pas les affaires de ses clients. Si vous souhaitez m'accuser, faites-le directement. L'échange fut rapporté à voix basse dans tout le village. Certains croyaient désormais que James était le véritable coupable, orchestrant à la fois la disparition de la miniature et la mort d'Horace. D'autres s'accrochaient à leurs soupçons envers Alice, dont l'attitude nerveuse trahissait un sentiment de culpabilité trop profond à leur goût. Miss Marple, cependant, remarqua quelque chose de plus subtil. Dans leur récit des événements, James et Alice insistèrent tous deux sur leur séparation. Avec ses dénégations sévères, elle avec ses protestations effrayées. Ils parlaient rarement ensemble. C'était, pensa-t-elle, très curieux dans un mariage d'à peine 1 an. 2 nuits plus tard, un autre incident perturba le calme. La servante de Denholm, de retour du marché, découvrit un petit paquet caché sous la haie, près du cimetière. À l'intérieur se trouvait un mouchoir brodé aux initiales d'Alice, légèrement taché de ce qui semblait être du gin. L'inspecteur s'en saisit aussitôt, déclarant qu'il s'agissait d'une preuve supplémentaire de son implication. Alice nia avoir jamais vu le tissu, le visage pâle comme un spectre. James tonna contre l'inspecteur pour avoir accepté une telle preuve, mais le mal était fait. Pour les villageois, le mouchoir était une confirmation de culpabilité. Miss Marple, cependant, l'examina attentivement lorsque l'inspecteur le lui montre. La broderie était soignée, mais le fil était légèrement plus épais que celui d'Alice. Elle se souvenait avoir vu les broderies d'Alice auparavant. Ses points étaient fins et délicats. Ce n'était pas la main d'Alice, pensa-t-elle. Quelqu'un l'avait imitée maladroitement, espérant la faire passer pour la sienne. Ce soir-là, elle laissa son tricot de côté et se rendit au cimetière, où le mouchoir avait été retrouvé. Debout près de la haie, elle écoutait le bruissement des feuilles. Une légère odeur de tabac flottait dans l'air, comme la dernière fois qu'elle avait trouvé le morceau. Ce n'était pas une découverte fortuite, décida-t-elle. Quelqu'un avait fréquenté le cimetière à plusieurs reprises, rôdant à l'ombre. De retour chez elle, elle tira les rideaux pour se protéger de la nuit et s'assit tranquillement dans son fauteuil. Le filet, elle le savait, se resserrait non seulement autour d'Alice Denholm, mais aussi autour de lui, sous les apparences, le véritable filet de la tromperie humaine. Les fils commençaient à se tendre. Bientôt, quelqu'un allait se trahir. Et quand ce moment viendrait, Miss Marple avait l'intention d'être là, regardant avec ses 12 yeux bleus et son tricot sur ses genoux, pour voir le masque tomber enfin. Le village venait à peine de digérer la découverte du mouchoir brodé d'Alice Denholm lorsqu'un autre choc perturba St. Mary Mead. Il était tôt le matin. Une brume grise recouvrait les haies lorsque le livreur de M. Finch accourut, essoufflé à la Crown Inn. On l'avait envoyé chez les Denholm avec des œufs et du bacon, mais après avoir frappé, personne ne répondit. La servante, habituellement prompte, n'était pas à son poste. Regardant par la fenêtre de la cuisine, il vit le feu éteint, la vaisselle intacte. Alarmé, il alla chercher le propriétaire qui fit venir le gendarme, et bientôt la moitié du village se rassembla devant la porte de Denholm. Lorsque la porte fut enfoncée, ils trouvèrent la maison étrangement silencieuse. Le bureau de James Denholm était en ordre, son bureau verrouillé, les rideaux tirés. Le salon d'Alice portait les traces d'une nuit agitée, coussins jetés, une tasse de thé brisée par terre, son panier à couture renversé. Mais aucune trace d'Alice. En milieu de matinée, l'inspecteur Craddock arriva, exaspéré par une nouvelle complication. Partie, déclarative d'un ton sombre après avoir fouillé les pièces. Elle a fui plutôt que d'affronter l'évidence. Cela vaut autant qu'un aveu. Les villageois acceptèrent sans hésiter. Pour eux, la disparition d'Alice était la preuve qu'elle avait empoisonné Horace et cherché à échapper à la justice. Pourtant, Miss Marple, silencieuse dans le couloir, fronça les sourcils. Fuir, d'après son expérience, n'était pas toujours synonyme de culpabilité. Parfois, cela signifiait la peur d'être accusé, d'être coincé, ou qu'un proche resserre son emprise. Les recherches s'étendirent dans les chemins et les champs, mais aucune trace d'Alice ne fut retrouvée ce jour-là. Les rumeurs se multiplient rapidement. Madame Hartnell jura avoir aperçu une silhouette vêtue d'un manteau pâle se précipitant vers la voie ferrée. Madame Price Ridley affirme qu'Alice avait été récupérée par une mystérieuse voiture dans la nuit. La postière murmura qu'un gentleman étranger avait été aperçu prenant de ses nouvelles des semaines auparavant. Chaque récit se contredisait, mais tous s'accordaient à dire qu'Alice avait disparu.
Ce soir-là, au presbytère, l'inspecteur convoqua une réunion. « Les preuves s'accumulent », dit-il fermement. Le mouchoir, la dispute avec Coles, la disparition. Nous devons émettre un avis d'arrestation. James Denholm, arrivé pâle mais apparemment calme, se raidit. « Vous ne ferez rien de tel sans raison. Ma femme est malade. Elle a probablement cherché refuge auprès de sa famille. L'accusé maintenant est une forme de persécution. » L'inspecteur croisa son regard. « Alors, dites-moi où sont ses parents. Montrez-les-moi et elle sera en sécurité. » James serra les dents. Il marmonna quelque chose à propos de cousins éloignés dans le Sussex, mais ne put rien lui dire. Pour l'inspecteur, cela sentait l'évasion. Pour Miss Marple, cela suggérait tout autre chose, un homme qui craignait non pas la culpabilité de sa femme, mais ses paroles. Plus tard, une fois les autres dispersés, Miss Marple s'attarda avec Griselda dans le salon du presbytère. « Croyez-vous vraiment qu'elle s'est enfuie ?» demanda Griselda, les sourcils froncés. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement. Peut-être. Mais quand des femmes disparaissent subitement, il faut toujours se demander si elles ont fui. Dangereux, ont-ils été retirés de celui-ci? Griselda frissonna. Enlevés? Vous voulez dire, pas forcément par la violence, dit doucement Miss Marple. Parfois par la persuasion, parfois par la force des choses. L'important est de savoir à qui profite son absence. Le lendemain apporte une réponse. Un ouvrier agricole, en train de débroussailler près de la rivière, trouva un morceau de tissu pâle déchiré accroché à une branche. Il était assorti à la robe qu'Alice portait pour la dernière fois. Non loin de là se trouvait une chaussure, dont la boucle était cassée. L'inspecteur saisit la découverte. Preuve suffisante, elle se dirigea vers la rivière. Peut-être s'était-elle noyée pour échapper à la justice. Le village s'empressa d'y réfléchir. Le suicide, convenait-il, était l'acte d'une conscience coupable. Pourtant, Miss Marple, inspectant la chaussure apportée au presbytère, remarqua que la boucle avait été arrachée et non usée par le temps. Cela suggérait une précipitation, voire une lutte. Dolly Bantry, en apprenant la nouvelle, était à la fois horrifiée et ravie. « Retenez-moi bien, Jane. Il s'avérera qu'elle s'est jetée à l'eau. Ça donne une fin parfaite. Vous ne trouvez pas ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « La propreté, ma chère Dolly, est rarement naturelle. La vie est plus désordonnée que ça. Quand tout paraît trop ordonné, je deviens méfiant. » Pendant ce temps, Lydia Cartwright, la sœur d'Horace Coles, revenait insister pour que justice soit faite. « Si Alice est morte, qu'il en soit ainsi, » dit-elle sèchement à l'inspecteur Craddock. « Mais mon frère, elle a été assassiné, et quelqu'un doit répondre. Si ce n'est pas elle, alors son mari. Il est assez malin pour empoisonner et comploter, assez malin aussi pour se débarrasser d'une épouse gênante. » Ces paroles se répandirent rapidement, envenimant les ragots du village. Désormais, les langues se délient non seulement sur la culpabilité d'Alice, mais aussi sur la cruauté de James. Certains pensaient qu'il l'avait réduite au silence pour se protéger. D'autres murmuraient qu'elle l'avait trahi et en avait payé le prix. La maison Denholm, autrefois distante, était désormais perçue comme un nid de secrets et de malheur. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, son tricot mis de côté pour une fois, l'esprit occupé par ses souvenirs. Un éclat de verre, verdâtre dans la haie, une miniature enveloppée de chiffon près de la rivière, un mouchoir maladroitement brodé pour imiter la main d'Alice, et maintenant une chaussure déchirée et une femme disparue. Chaque indice semblait mis en scène, arrangé, placé là où il serait trouvé et discuté. Mais qui les arrangeait, et dans quel but? À 9 heures, elle se leva et tira les rideaux. Dans le silence de son jardin, elle entendit le faible bourdonnement des voix provenant de la rue du village, porteur de fragments de suspicion et de peur. Elle savait que l'histoire n'était pas encore terminée. Le filet se resserrait, certes, mais on ignorait s'il s'agissait d'Alice, de James ou d'un autre. Et Miss Marple, forte de la patience d'une vie d'observation, était prête à attendre le prochain faux pas, le prochain acte d'inattention qui révélerait le véritable coupable, car elle sentait plus fort que jamais qu'une autre révélation était proche. Le village de St. Mary Mead n'avait jamais connu une semaine aussi longue. La disparition d'Alice Denholm laissait un vide inquiétant et chaque murmure le remplissait de spéculations. À la Crown Inn, les clients baissent la voix pour parler de corps noyés dans la rivière. Chez l'épicier, Madame Hartnell murmurait que James Denholm avait emmené sa femme dans un asile privé. Et Madame Price Ridley, savourant son rôle de prédicatrice de malheur, annonçait qu'Alice s'était sûrement enfuie à l'étranger avec un amant. L'inspecteur Craddock, exaspéré, tenta de rétablir l'ordre.
Il fouilla la rive à la recherche d'un corps, interrogea à nouveau James Denholm et examina chaque élément de preuve avec une frustration croissante. « Ça ne colle pas », admit-il en privé au docteur Haydock. « Tous les indices pointent vers Alice, et pourtant, plus je m'attarde sur sa culpabilité, moins je suis convaincu. » Miss Marple, assise tranquillement à côté d'elle, s'autorisa un léger hochement de tête. Elle connaissait bien ce mécontentement. Le mouchoir, la chaussure, le mot menaçant, tout cela avait l'air d'accessoires de scène, placés au bon endroit pour le bon public. La vie était rarement aussi théâtrale, sauf si quelqu'un avait écrit la pièce. Elle décide donc de faire un test, non pas par une accusation directe, ces choses qui poussent souvent les coupables plus profondément dans le silence, mais par une douce invitation, le genre de conversation qui semble inoffensive jusqu'à ce qu'elle en révèle trop. Sa première visite fut pour Lydia Cartwright, la sœur d'Horace Coles. Lydia la reçut avec raideur, la bouche pincée de ressentiment. Miss Marple admira ses chrysanthèmes, puis remarqua, presque distraitement, « Ça a dû être un tel coup dur de perdre son frère au moment même où la fortune semblait lui sourire. Il parlait de trésors, n'est-ce pas ?» Les yeux de Lydia brillèrent. « C'était vrai. Et j'aurais dû avoir ma part sans cette femme. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement sur ses genoux. Curieux, n'est-ce pas, que les hommes fassent si souvent à leurs sœurs des promesses qu'ils ne peuvent tenir? Je me souviens d'un jardinier de mon village, il y a des années, qui jurait avoir un collier de perles caché dans une malle. Il mourut, bien sûr, et lorsque la malle fut ouverte, il ne trouva que des manteaux rongés par les mites. Sa sœur ne le lui pardonne jamais. Et pourtant, le pauvre homme, il ne lui avait jamais voulu de mal. Lydia rougit, les lèvres pincées en silence. Miss Marple nota la réaction avec intérêt. La colère face à la déception pouvait se transformer en quelque chose de plus acerbe. Son prochain appel fut à la maison de Nolm. James la reçut à contre-cœur, son bureau froid et ordonné. Elle remarqua ses livres soigneusement alignés, son bureau ciré, sa main trop lourdement posée sur les papiers devant lui. « Quel dommage, dit doucement Miss Marple, que votre femme soit absente à un moment pareil. Les maris comptent tant sur la présence de leur femme. Je me souviens d'une amie chère dont le mari avait voyagé à l'étranger. Elle gardait toutes ses lettres près de son lit. Mais lorsqu'elle a découvert qu'il s'était brûlé, vous imaginez ce que cela lui a fait. James se raidit. « Je ne m'intéresse pas aux anecdotes domestiques, Miss Marple. »« Bien sûr que non, acquiesça elle gentiment. C'est juste que les gens se révèlent souvent par de petites habitudes. Brûler des lettres, par exemple, ou poster des colis la nuit. » Ses yeux vacillèrent, l'espace d'un instant, et elle vit l'ombre passer sur son visage. C'était suffisant. Ce soir-là, elle se retrouva au presbytère avec Dolly Bantry et le docteur Haydock. L'inspecteur était également présent, épuisé par ses recherches infructueuses. Miss Marple resta assise en silence tandis que Dolly exposait sa dernière théorie, puis s'exprima avec douceur. « Il me vient à l'esprit, dit-elle, que lorsque les choses sont trop faciles à trouver, les mouchoirs sous les haies, les chaussures au bord des rivières sont rarement perdus. On les place. La question n'est pas de savoir qui les a laissés tomber, mais qui a voulu qu'on les découvre. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Insinuez-vous que la preuve a été dissimulée ?» Miss Marple hocha la tête sereinement. « Plantée avec soin, oui, comme des graines dans un parterre. Et si vous regardez à qui profite une telle plantation, vous trouverez peut-être votre jardinier. » Le docteur Haydock se pencha en avant. « Vous pensez donc qu'Alice est innocente ?»« Je crois, » répondit doucement Miss Marple, « que l'innocence se cache souvent sous les apparences. Les coupables le savent, et c'est pourquoi ils peignent l'innocence sous le couvert de la culpabilité. Mais la peinture craque, docteur. Toujours. » L'inspectrice, bien que sceptique, accepta de laisser Miss Marple s'adresser aux villageois à sa manière. Elle commença à l'église le dimanche suivant. Après la messe, elle s'attarda près du porche, tricotant à la main, tandis que les gens se rassemblaient. Elle fit remarquer à Madame Hartnell qu'il était étrange que le mouchoir d'Alice soit si épais. Ce n'était pas du tout son travail, je le crains. Je me souviens qu'elle me raccommode un gant avec les points les plus nets que j'ai jamais vus. À midi, l'observation s'était répandue. Les villageois la répétaient avec délectation. Certains doutant, d'autres acquiescent. Mais le message était tombé, et Miss Marple observait attentivement les visages tandis que la remarque se propageait. Lydia Cartwright pâlit en l'entendant, la bouche pincée. James Denholm se détourna brusquement, la mâchoire serrée. Ce soir-là, elle fait sa dernière visite. Griselda avait organisé une petite réunion au presbytère, officiellement pour un thé et des scones. James Denholm s'occupe de Lydia à contre-cœur, avec une impatience visible.
L'inspecteur était assis dans un coin, silencieux. Miss Marple, son tricot soigneusement plié sur ses genoux, parlait de son ton le plus doux. C'est curieux, n'est-ce pas, comme le verre se brise. Toujours sur des bords tranchants, toujours dangereux s'il traîne. J'ai connu une enfant qui s'est coupée avec un éclat caché dans l'herbe. La coupable, une domestique négligente, a juré l'avoir balayée. Mais bien sûr, l'herbe elle-même l'a trahie. Elle marque une pause, laissant ses mots reposer. James remua sur sa chaise. Lydia baissa les yeux. Miss Marple sourit. C'est pareil pour les gens. Ils peuvent balayer et polir, mais il reste toujours une fine lame. Il suffit de regarder dans le bon coin d'herbe. Le silence qui suivit fut pesant, chargé. Le regard de Miss Marple se posa avec bienveillance sur les deux silhouettes devant elle. Elle savait désormais où se trouvait l'étincelle la plus tranchante. La partie était presque terminée, et dans le souffle suivant, elle refermait le filet. L'assemblée au presbytère s'attarda dans un silence pesant après les paroles discrètes de Miss Marple au sujet des éclats de verre. Dolly Bantry, qui ne supportait jamais le silence, s'activait avec la théière, mais même elle sentait la tension. Lydia Cartwright avait le visage pincé, James Denholm la mâchoire serrée, et l'inspecteur Craddock, assis, les observait, son regard oscillant entre eux. Miss Marple, son tricot soigneusement plié, attendait comme si une bouilloire bouillait. Lorsqu'elle parla enfin, son ton était doux, presque désolé. C'était très déroutant, cette histoire de miniature. Déroutant non pas pour ce qui était vu, mais pour ce qui était prévu pour être vu. L'inspecteur se pencha en avant. « Arrêté » ? « Oui, » dit doucement Miss Marple. Dès le premier instant, tout parut trop commode. La disparition de la miniature au Garden Club, les paroles ivres d'Horace Coles, l'éclat de verre dans la haie, le mouchoir près du cimetière, la chaussure près de la rivière. Chaque découverte nous tombait dessus comme si elle y avait été déposée. Et quand on nous présente des choses, il faut se demander qui espère que nous les verrons et ce qu'on veut nous faire croire. Lydia Cartwright s'agita, mal à l'aise. « Tu veux dire que quelqu'un les a plantés ?»« En effet, » répondit Miss Marple. « Prenons l'exemple d'Horace Coles. Il parlait de danger, de reconnaissance. Pourtant, Horace n'était ni un érudit en art, ni un homme de goût raffiné. Il avait dû entendre une histoire, peut-être d'une voix indiscrète, peut-être d'un souvenir familial. Lorsqu'il confronta Alice Denholm, cela l'effraya, mais ne la condamna pas. Ce qui la condamna dans nos esprits, ce furent les objets qui suivirent le mouchoir brodé, la chaussure déchirée, le mot menaçant. Chacun était conçu non seulement pour incriminer, mais pour incriminer précisément de la manière que les commérages du village accepteraient le plus volontiers. Elle tourna son regard clair vers Lydia. C'était un stratagème astucieux, car qui remettrait en question l'indignation d'une sœur en deuil ? Vous parliez souvent de la fortune promise par votre frère, Madame Cartwright. Trop souvent. Et lorsque cette fortune semblait menacée par la possession de la miniature par Alice, vous cherchiez à la détruire en dissimulant des preuves. Le mouchoir mal cousu, la chaussure déchirée près de la rivière, tout cela était votre œuvre. Lydia se leva, furieuse. « Comment oses-tu ? Je ne demandais que justice pour mon frère. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent un seul clic, comme pour ponctuer ses paroles. « La justice, ma chère, n'arrive pas nouée dans un nœud et abandonnée sous les haies. La vengeance, en revanche, arrive souvent. Et je pense que si l'inspecteur Craddock examine les restes de tabac près du cimetière, il trouvera la même marque que vous. Vous vous êtes attardé là, à attendre, à observer, à planter ce que vous souhaitiez que nous trouvions. » L'inspecteur hocha brusquement la tête, notant déjà quelque chose. Les mains de Lydia tremblaient. « Et pourtant, » poursuivit Miss Marple d'une voix douce, « vous n'êtes pas la seule à avoir cherché à tromper. James Denholm, lui aussi, a joué son rôle. Ses promenades nocturnes, ses colis à la gare, son silence sur le passé de sa femme. Il souhaitait dissimuler qu'Alice avait été fiancée à un homme aux affaires peu recommandables et aux dettes considérables. James l'épouse rapidement pour la protéger, mais lorsque les soupçons s'envolent, il choisit l'orgueil plutôt que l'honnêteté. Au lieu de la défendre par la vérité, il la défendit par le silence, ce qui la fit paraître encore plus coupable. Le visage de James Denholm s'assombrit. Ce n'était pas le passé de ma femme qui était en cause. Honteux, c'était le mien. Ces promenades nocturnes avaient pour but d'envoyer des documents concernant un client dont les affaires touchaient de trop près Cole. J'avais peur d'être démasqué, alors j'ai laissé les soupçons se porter ailleurs. Je pensais protéger Alice, mais mon silence l'a condamnée. Alice elle-même, pâle mais sereine, entra alors, appelée par Griselda, qui l'avait cachée dans une pièce du fond pour plus de sécurité. Des exclamations de surprise remplissaient le salon,
car la plupart la croyaient se noyer. Elle regarda Miss Marple avec gratitude, puis son mari avec tristesse. « Tu ne m'as pas fait confiance pour te dire la vérité, » murmura-t-elle. Miss Marple laissa tomber son tricot. Et voilà, Lydia cherche à se venger en introduisant de fausses preuves. James dissimula trop de choses, nourrissant les soupçons. La pauvre Alice se retrouva coincée entre eux, victime à la fois du secret et de la malveillance. Quant à Horace Coles, il mourut parce qu'il découvrit par hasard une vérité que Lydia aurait souhaité cacher. La miniature avait autrefois été promise à sa famille. Il se vanta, comme à son habitude, et Lydia, craignant de perdre ce qu'elle croyait être sa juste fortune, le réduisit au silence avec du poison, dans l'unique breuvage qu'il ne refuserait jamais. L'inspecteur se leva. « Madame Cartwright, vous m'accompagnez. J'ai ici de quoi répondre devant un juge. » La protestation de Lydia se transforme en silence. Elle se laissa retomber sur sa chaise, son regard allant d'un visage à l'autre, mais ne trouvant aucun allié parmi eux. La salle expira enfin, la tension se dissipant comme un nuage d'orage. Dolly Bantry déclara que c'était l'affaire la plus extraordinaire que le village ait jamais connue. Le vicaire secoua gravement la tête, marmonnant à propos de la faiblesse humaine. Le docteur Haydock avoua son admiration, à contre-cœur, pour la perspicacité de Miss Marple. Plus tard, lorsque la foule se fut dispersée et que les Denholm se furent retirés, Miss Marple rentra lentement chez elle sous les étoiles d'été. Son sac à tricot se balançait légèrement à ses côtés. Elle pensa à Alice, libérée mais blessée par la suspicion, à James, châtié par l'orgueil, à Lydia, anéantie par la cupidité. Et elle songea, comme souvent, à la nature humaine, à la façon dont les petites vanités et les longs ressentiments pouvaient se transformer en crimes. Dans son jardin, elle s'arrêta parmi les roses, respirant leur parfum apaisant. La vie à St. Mary Mead reprendrait son rythme, les ragots changeant de sujet, les tasses de thé remplies de rire. Mais le souvenir de la miniature et des vies qu'elle avait bouleversées persiste comme le faible éclat du verre dans l'herbe, facilement négligé, mais pourtant vif au toucher. Miss Marple soupira doucement et, de l'air de quelqu'un qui ne comprend que trop bien, murmura « Quel dommage ! On fait les choses les plus stupides pour un bien insignifiant. » Puis elle emporta son tricot à l'intérieur, laissant le village à sa paix inquiétante.